Présentation de toutsurlehockey.com. Bon début de semaine à tous. On est le 27 février et bienvenue dans ce deuxième épisode des rapports hebdomadaires pour les espoirs des Canadiens de Montréal. Cette semaine, on a beaucoup de stock pour vous. On va parler notamment des gardiens de but de l'organisation qui ont connu des très bons moments cette semaine. On va passer ça en revue. Le menu reste le même que la semaine dernière. Donc, je vais vous présenter les 5 meilleurs marqueurs de la semaine pour les espoirs des Canadiens. Puis ensuite, on va y aller avec un segment Headlines, les sujets qui ont retenu mon attention cette semaine chez les espoirs des Canadiens. Puis, on va terminer avec des petites nouvelles en bref pour être sûr d'être le mieux informé pour les espoirs de l'organisation montréalaise. Avant de commencer, je vous rappelle que notre épisode du Top 32 de mi-saison est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit en audio ou en vidéo, donc sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. On a fait un bon épisode, un épisode de 5 heures de temps. J'étais avec Pascal, Seb, Simon Servant du TSLH Espoir, puis on a été un bon 5 heures à vous présenter nos listes, à parler des joueurs qui sont dedans, à expliquer pourquoi tel joueur est avant un autre. Donc, c'est un épisode qui est riche en contenu, je vous le suggère fortement. Partagez-le aussi. À la fin de la saison, on va refaire le même exercice, donc on va présenter nos listes finales, sauf qu'on va y aller plus individuel, donc on va produire des vidéos individuelles pour vous expliquer et vous présenter les joueurs qui ont fait la cote dans nos tops respectifs. Donc, si vous ne voulez rien manquer de ça, abonnez-vous à toutes nos plateformes. Je commence dès maintenant avec le segment du top 5 de la semaine. Le meilleur marqueur chez les espoirs des Canadiens cette semaine, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est encore Riley Kidney des Olympiques de Gatineau. En 3 matchs, 8 points, 3 buts et 4 passes. Lui, ça lui fait vraiment un grand bien d'être arrivé avec les Olympiques. Une équipe qui a beaucoup de profondeur, une équipe qui appuie beaucoup Riley Kidney au niveau offensif, comme j'expliquais la semaine dernière. Donc, très content de sa performance encore cette semaine. Au deuxième rang, Vincent Rohrer, qui termine sa semaine avec 4 passes en 3 matchs. Très bonne performance cette semaine pour Rohrer. Puis ça fait du bien aussi de le voir produire offensivement après l'incident qu'il y a eu, là, je crois que c'est 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Il est sorti de la patinoire en civière, est allé à l'hôpital. Commotion cérébrale, on l'a vu convulser également sur la patinoire. Donc, il y a eu un retour au jeu assez rapide, considérant les circonstances, mais on voyait que ça tardait à produire là, tranquillement la semaine passée. Maintenant, il est de retour, donc petit attaquant fougueux que mon collègue Pascal du TSLH Espoir aime comparer à un Gallagher, mais avec beaucoup plus de talent offensif. Ce talent offensif-là a ressorti cette semaine avec ses 4 mentions d'assistance. Au troisième rang, le défenseur des Knights de London, Logan Mailloux, termine sa semaine avec 2 buts et 2 mentions d'aide en 4 matchs. J'expliquais dans le premier épisode que c'est très difficile de regarder tous les matchs de tous les espoirs pour le rapport hebdomadaire. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur les statistiques. Et à l'occasion, je vais aller voir des matchs qui me concernent, qui m'interpellent. Je reviendrai sur les gardiens de but, mais aussi des séquences.
Mailloux, je n'ai pas regardé ses matchs cette semaine. Je sais qu'il a produit, puis ce que j'ai observé aussi dans sa production, c'est qu'il y avait 4 matchs, je crois, en 4 jours ou en 5 jours. Il y avait un calendrier très rapproché cette semaine et il a été productif dans les derniers matchs de ce stretch-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça vaut ce que ça vaut, on s'entend, mais c'est une bonne nouvelle parce que avec une charge de travail élevée, c'est un gars qui joue beaucoup de minutes déjà en partant sur la patinoire, mais avec une charge de match élevée cette semaine, il a été capable de produire à ses derniers matchs de la semaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'espoir du CH. Au 4e rang, William Trudeau, l'espoir qui évolue présentement chez le Rocket de Laval. 1 but, 2 passes cette semaine, puis je pensais qu'il allait peut-être avoir une petite baisse de régime dans son cas, considérant que Corey Sherman a été rappelé par les Canadiens. Finalement, ben, comme tout défi est relevé cette saison par Trudeau, ben, c'en est encore un qui s'ajoute à la liste, à la longue liste d'opportunités qu'il a saisies. Trudeau qui a vraiment une très bonne saison, est allé chercher son 3e but de la campagne, mais aussi s'implique offensivement, tant défensivement. J'aurai l'occasion d'en revenir dans le segment des headlines pour Trudeau. Et c'est la même chose pour le 5e meilleur marqueur de la semaine chez les espoirs des Canadiens. Et j'ai nommé Mathias Norlinder, qui fait un retour dans le classement offensif des espoirs. J'aurai l'occasion d'en reparler aussi. Il va faire partie de mes headlines de cet épisode. 3 passes en 3 matchs pour Mathias Norlinder. Donc, sans plus tarder, on va passer au segment des headlines. Je commence d'abord par le gardien de but, Cayden Primeau, qui a retenu mon attention beaucoup cette semaine. Primeau, je crois avoir été quand même dur depuis son arrivée avec le Rocket de Laval. Tout en étant conscient que c'est quand même un gardien qui a été chamboulé un peu. Il est envoyé avec le CH, il a été ramené à Laval, il a fait beaucoup d'allers-retours avec le grand club l'année passée. Cette année, on souhaitait que ce ne soit pas la même chose dans le cas du gardien de but. Malheureusement, la force des blessures est tellement forte à Montréal. Jake Allen a tombé au combat, donc on a rappelé Cayden Primeau. Peu de constance encore dans son utilisation. Mais depuis qu'Allen est revenu au jeu, récemment, le plan était clair pour Cayden Primeau. C'était de lui faire garder des buts, garder le filet le plus régulièrement possible. Donc, on lui a fait garder les buts pour des matchs consécutifs, 2 matchs en 2 soirs. On l'a utilisé beaucoup, beaucoup. Et cette semaine, il a répondu vraiment à la tâche. Il y a eu un très, très, très gros match en début de semaine. 40 arrêts sur 42 tirs contre les Sénateurs de Belleville. Vendredi contre Rochester, ça a été un petit peu plus difficile. Kevin Poulin a dû embarquer dans la mêlée, mais il s'est très bien repris Primeau avec le Rocket pour le match suivant contre les Marlies. Malheureusement, le Rocket n'a pas réussi à gagner le match, mais Cayden Primeau a effectué une performance de 46 arrêts en 49 tirs, ce qui est excellent pour Cayden. Très grosse semaine pour lui, honnêtement. La stabilité qu'il va avoir devant le filet, j'ai trouvé quand même assez calme dans les séquences qu'on a pu observer. Ses déplacements étaient précis. J'ai trouvé à son retour à Laval qu'il semblait un petit peu perdu. C'est normal, il n'était pas game shape non plus. Ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas gardé les buts. Mais là, on voit qu'il commence à prendre son rythme. C'est une très bonne nouvelle pour le Rocket parce que les séries s'en viennent. On est au cœur des séries, de la course aux séries en fait. Donc, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler sur le podcast avec Jessica qui couvre le Rocket pour Tout sur le hockey. On va se faire un épisode prochainement pour les performances du Rocket cette saison. Je parlais tout à l'heure de Mathias Norlinder. Mathias Norlinder, si je trouve avoir été dur avec Cayden Primeau depuis son arrivée avec le Rocket, je pense que Norlinder, ça a été un petit peu pire. C'est un défenseur que les attentes étaient surdimensionnées. Puis à chaque fois, moi et mon collègue Pascal, on essayait de tempérer le tout, mais c'était difficile. Son arrivée en Amérique du Nord a été difficile également. En début de saison, je trouvais qu'il était quand même assez solide avec le Rocket. Je trouvais que ses décisions étaient bonnes. Puis je trouvais qu'il avait confiance avec la rondelle.
Puis j'ai soudainement trouvé que l'apport de Madison Bowie sur sa paire aidait grandement Norlinder. L'expérience de Bowie, la stabilité qu'il offre sur la patinoire, je trouvais que ça aidait Norlinder. Malheureusement, Bowie était blessé pendant un petit bout, puis le jeu de Norlinder s'en est ressenti. Pendant l'absence de Bowie, Norlinder avait beaucoup de difficultés au niveau défensif. En offensive aussi, c'était laborieux parfois au niveau de l'aspect décisionnel. En zone neutre, ça faisait beaucoup battre de rapidité. Donc là, à ce moment-là, on retrouvait un peu le Norlinder de l'année passée qui décevait. Puis étrangement, Madison Bowie est revenu au jeu depuis quelques temps. Puis cette semaine, Norlinder a connu une très bonne semaine. Puis c'est pas depuis cette semaine qu'il performe bien, c'est étrangement depuis que Madison Bowie est revenu. Donc, avec le départ temporaire de Corey Schoeneman à Montréal, qui est revenu d'ailleurs, qui a été renvoyé à Laval, Norlinder a pris cette occasion-là. Norlinder, pour la première fois de la saison, saisit son opportunité, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait par William Trudeau, mais ce qui n'a pas été fait par Norlinder jusqu'ici. Puis là, cette fois-ci, ça a bien été cette semaine. 3 passes, puis on voyait qu'il créait de l'offensive aussi. Il activait le jeu et il faisait progresser le jeu. C'est ce qu'on veut voir dans le cas de Mathias Norlinder. Par contre, c'est ce qu'on veut voir de façon constante et non seulement quand Madison Bowie est avec Mathias Norlinder à la ligne bleue. Toujours à la ligne bleue du Rocket de Laval, William Trudeau a connu une très bonne semaine encore. Marqué un but, son 3e, comme j'expliquais tout à l'heure. Offensivement, il a pris beaucoup de chances vers l'offensive, vers la zone adverse. Il a fait plusieurs montées, on le sentait en confiance avec la rondelle. Son but d'ailleurs contre les Marlies, malheureusement, je n'ai pas la séquence à l'écran présentement. Sur Instat, les images n'étaient pas disponibles encore, mais il a fait d'un bout à l'autre de la patinoire pour aller marquer contre le gardien de, je crois que c'était Rochester, non, contre les Marlies. Trudeau, c'est un gars qui a une très bonne explosion vers l'avant, puis on l'a vu dans le junior. Dans la Ligue américaine, je trouvais que ça pouvait peut-être poser problème s'il n'y avait pas d'amélioration, mais en entrevue en début d'année, il me confiait que ça a été vraiment le plan pour lui, pour la saison actuelle, c'est d'améliorer son explosion, d'améliorer sa force physique. Puis on le voit présentement au niveau de son patin. Patin qui s'est grandement amélioré comparativement à mes observations l'année passée dans la LHJMQ. Donc, encore une fois, Trudeau saisit son opportunité et produit aussi au niveau du jeu physique. Encore une fois, William Trudeau a dérangé avec ses coups d'épaule et a su répondre de ses actes. Malheureusement, comme vous pouvez voir à l'écran, il a été un petit peu malmené. Là. On voit l'attaquant des Americans qui se fait frapper en haut de l'écran par Trudeau en entrée de territoire. Puis par la suite, l'escarmouche prend devant dans l'enclave, en fait. Puis ça n'a pas été long, puis Trudeau s'est fait renverser. Mais on salue le courage du jeune. C'est une recrue dans la Ligue américaine. C'est pas la première fois qu'il jette les gants. Dans le junior majeur, c'était pas quelque chose qui faisait partie de l'ADN de ce joueur-là. Même l'année passée, je crois même pas qu'il a fait un combat dans la saison au complet. Peut-être un, là, mais c'était pas un combat franc à acheter les gants. C'était un escarmouche après un filet de mémoire. Donc, Trudeau répond de ses actes dans la Ligue américaine contre des hommes, lui qui aurait pu jouer dans le junior. Donc, c'est vraiment une belle progression qu'on voit de William Trudeau cette saison. On passe maintenant au gardien de but, Jakub Dobeš, cette semaine, qui a connu une rare fin de semaine de défaite. Jakub Dobeš qui a l'habitude de garder les buts pour les 2 matchs de la fin de semaine de sa formation. C'était la 3e fois cette semaine qu'il s'inclinait pour les 2 matchs de la fin de semaine. Puis c'était contre l'Université du Minnesota qui sont classés premiers dans le classement pairwise de la NCAA. Le pairwise, en fait, c'est le classement national qui décrit la force des équipes en fonction de la fiche, de la division, peu importe. Minnesota est premier, Ohio State, la formation de Dobeš est 7e.
Malheureusement, Ohio State s'est incliné les 2 matchs. Dobush n'a pas mal fait. J'ai trouvé qu'il était quand même en contrôle de ses déplacements dans les séquences que j'ai observées. J'ai trouvé qu'il était un petit peu plus calme que certains matchs que j'ai regardés cette année. Mais puis il a connu des très bons débuts de match aussi. Dans la première rencontre contre Minnesota en fin de semaine, seulement en première période, il a fait face à 14 lancés, puis il n'a pas donné un but en première période. Et le deuxième match, ça a été la même chose. Il a été très performant en début de rencontre. Malheureusement, le talent et la profondeur de la formation des Gophers de l'Université Minnesota a eu le dessus. Mais règle générale, c'est 2 bonnes performances. Malgré les statistiques, c'est 2 bonnes performances de Jacob Dobush qu'il a offert cette semaine. Il a donné 8 buts, oui. Il a reçu 70 lancés contre la meilleure équipe au pays. Mais lorsqu'on regarde ses déplacements, sa technique, sa façon de gérer son match, il a donné une chance aux Buckeyes de gagner contre la meilleure équipe. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Dobush qui est candidat pour le Mike Richter, pour le Hobey Baker. Je ne crois pas qu'il va gagner le Hobey Baker. Le Mike Richter, peut-être pas parce qu'il est là surtout à cause de la quantité de matchs, la quantité de victoires en lien avec le nombre de matchs qui est utilisé. Donc, je ne crois pas qu'il gagne cette année, mais il est encore un candidat pour ce trophée-là. On se déplace maintenant en Europe. Frédéric Decaux qui a obtenu un départ cette semaine. Un des rares départs, mais c'est de plus en plus constant, là, les présences de Decaux devant le filet. Si j'ai trouvé Dobush plus calme cette semaine devant son filet, toujours aussi explosif et efficace, mais relativement calme devant son filet, j'ai trouvé que Decaux affichait une agressivité intéressante cette semaine. J'ai trouvé qu'il challengeait les tirs. Je l'ai trouvé très rapide dans ses déplacements. On voit qu'il commence à prendre un rythme. C'est difficile pour un gardien auxiliaire, un jeune gardien dans la SHL, de trouver son rythme devant le filet, mais je trouve que Decaux, dans ses dernières sorties, on voit de plus en plus le Decaux qu'on voyait l'année passée, où il gardait plus souvent les filets. Puis d'ailleurs, le gardien numéro 1 de Frölunda, Lars Johansson, a gardé les buts le lendemain du départ de Decaux, puis il n'a pas très bien joué. Ça n'a pas été un très bon départ. Donc, est-ce qu'on va voir de plus en plus d'écart devant la cage de Frölunda? J'espère que oui. La performance qu'il a offert cette semaine lui mériterait au moins un autre départ dans un court laps de temps. De ne pas attendre 2 semaines avant de le renvoyer devant le filet. Je pense qu'il mériterait encore une présence rapprochée. Decaux, c'est ça, je l'ai trouvé vraiment plus dégourdi devant son filet. On peut voir à l'écran, ceux qui sont en vidéo, il cible très bien les rebonds. Les rebonds, là, son contrôle de rebond cette semaine a été très, très bon. Il ciblait exactement la rondelle était où. Il y avait des indicateurs dans sa technique, dans son jeu, qui permettent de croire que il retrouve sa game shape. Là. Et il n'est pas perdu comme certains matchs que j'ai observés cette année où il cherchait constamment la rondelle, il était en retard sur ses déplacements. Le timing était là cette semaine. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le gardien danois qui évolue présentement dans la SHL comme deuxième gardien avec Frölunda. On passe maintenant au segment en bref. C'est ce qui met fin aux headlines de la semaine. Dans le segment en bref, je vais vous parler de Luke Tuck. Luke Tuck qui a marqué 2 buts cette semaine. En fait, il a déjà surpassé sa production de buts des 2 autres saisons. On parle de 2 saisons de 6 buts dans la NCAA jusqu'ici. Et maintenant, il est rendu à 9 avec ses 2 buts de la semaine. Son premier but, en fait, le but qu'on voit à l'écran présentement, c'est une déviation sur un tir de Lane Hudson. Lane Hudson qui aurait été son seul point d'ailleurs cette semaine. Il a inscrit seulement une passe. Et Luke Tuck a inscrit également un but sur un très bon tir du haut de l'enclave, un tir sur réception contre Vermont, l'Université de Vermont. Fait une très bonne semaine pour Luke Tuck. J'ai pas nécessairement regardé toutes les autres séquences de ce joueur-là. J'ai vu qu'il a donné des mises en échec aussi. Je présume qu'il s'est impliqué physiquement. Ça fait partie de l'essence du joueur. C'est ça qu'on veut voir de Luke Tuck à Boston.
Donc, si l'offensive suit également, ben, c'est une très bonne nouvelle pour l'espoir des Canadiens. On revient sur le volet gardien de but brièvement avec Joe Vrbetic et Emmett Croteau. Joe Vrbetic qui a connu une très bonne semaine. En fait, il était malade la semaine dernière. Il n'a pas joué la semaine dernière. Les 2 premiers matchs de la semaine, le premier, il n'était pas là. Le deuxième, il est resté sur le banc. C'est Philippe Desrosiers qui a gardé les buts. Et le troisième match des Lions, ben, c'est Vrbetic qui a eu le départ. Puis il a très, très bien joué. Il a cédé 2 fois sur 36 lancés. Donc, il décroche la victoire à son seul départ cette semaine. Vrbetic, qui est un projet, on le rappelle, c'est un gardien de but qui devait jouer dans la OHL cette année, mais qui a signé un contrat professionnel pour s'aligner avec les Lions de Trois-Rivières. En entrevue, il m'expliquait que la décision a été prise de concert avec l'organisation. Le but, c'était de l'embarquer dans la machine professionnelle rapidement pour qu'il apprenne à vivre le rythme du hockey professionnel, autant sur la glace qu'en dehors de la patinoire. Vrbetic se sentait prêt à ça. Puis, il poursuit présentement sa progression dans la ECHL. Ses quelques présences avec le Rocket n'ont pas été très, très fructueuses. Donc, on voit que c'est encore là, en développement au niveau du hockey professionnel pour Vrbetic, s'ajuster à la rapidité des tirs, la rapidité des passes également du jeu. Donc, la progression se poursuit pour Vrbetic, mais très bon départ cette semaine pour les Lions de Trois-Rivières. Et puis, Emmett Croteau, qui a connu une semaine étonnamment assez bonne. Il y a eu un départ, c'est déjà bon. Croteau, c'est difficile cette année de garder les buts. Jack Spicer a majoritairement le filet à Waterloo dans la USHL, mais on a envoyé Croteau dans la mêlée cette semaine, puis Croteau a cédé 3 fois très rapidement pour Waterloo, tirait de l'arrière 3-0 et finalement a gardé son équipe dans le match. Puis les Blackhawks de Waterloo sont allés chercher la victoire par la marque de 4-3. Donc, pour Croteau, c'est 3 buts sur 32 lancés cette semaine, ce qui est une bonne performance contrairement à la semaine dernière où ça a été plus difficile dans son cas. Je m'attendais à peut-être pas trop le revoir cette semaine devant les filets de son équipe, mais finalement, on a décidé de l'envoyer. Donc, à suivre pour Croteau. Un autre projet, mais je ne suis pas super emballé là, pour Croteau. Il ne joue pas beaucoup cette année. Je croyais qu'elle allait être numéro 1 au sein de Waterloo, puis finalement, c'est un numéro 2 qui joue très, très peu. Donc, ça va être à suivre. Il s'en va en NCAA l'année prochaine. Donc, sa progression va suivre jusque-là. Jared Davidson, très rapidement, possiblement blessé. Il a joué les 2 premiers matchs des Thunderbirds de Seattle dans la WHL cette semaine. Puis les 2 derniers matchs de la semaine, il était absent. J'ai essayé de trouver s'il y avait des informations ou des indications comme quoi il était blessé. Je n'ai pas trouvé j'ai trouvé rien. Donc, Jared Davidson, qui est un petit dynamo offensif pour les Thunderbirds de Seattle. On va souhaiter que sa blessure ne soit pas à long terme parce que les séries s'en viennent. Donc, on veut le voir en action pour les séries. Puis, on veut aussi possiblement le voir avec le Rocket à la fin de la saison. Ce qui pourrait être possible. On verra pour la suite. Theis Milanic, très rapidement également, je vous ai parlé la semaine dernière que le joueur s'était ouvert sur ses problèmes de santé mentale, la raison pourquoi il était absent en début de saison. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais il était de retour au jeu cette semaine. La semaine dernière, il n'a pas joué, il s'est absenté de nouveau. Ça faisait 2 semaines qu'il ne jouait pas. Il a joué un match en fin de semaine. Son deuxième match, il ne l'a pas joué. Pas de points, pas non plus de statistiques qui me sont sautées au visage. Donc, c'est sûr que c'est une saison à oublier là, pour Theis Milanic en 2022-2023, mais on va souhaiter premièrement qu'il se remette sur la rail au niveau mental pour poursuivre sa progression par la suite au niveau hockey et devenir le joueur au potentiel qu'on estime depuis quelques années. Owen Beck, avec les Petes de Peterborough, ben,
pas que ça ne s'améliore pas, mais là, on commence à avoir hâte que ça produise. Ça fait quelques semaines qu'il est arrivé à Peterborough. Au début, on parlait d'adaptation au système de jeu. On a même soulevé avec mon collègue Pascal la présence de Brennan Ottman, qui était un gouffre à talent sur un trio. Mais tu sais, à un moment donné, Owen Beck, c'est un joueur tellement intelligent que ça ne devrait pas l'influencer. Puis, les points ne viennent pas. Une passe cette semaine. C'est impliqué physiquement quand même. Je vais également vous montrer une séquence parce que son premier match de la semaine, Owen Beck, n'a pas pu jouer. Il a été suspendu à son dernier match la semaine passée. Donc, il a purgé sa suspension cette semaine. Est-ce qu'il y a de la frustration chez Owen Beck présentement? Possiblement. Sur la séquence, là, moi, personnellement, depuis l'année passée, j'observe Owen Beck. Je n'ai jamais vu ce joueur-là être particulièrement salaud ou vicieux. Cette mise en échec-là était très, très douteuse, on va se le dire. Je la repasse à l'écran. Entrée de territoire d'Owen Beck, se fait trébucher par le défenseur, se relève un petit peu mollement et frappe à la tête le premier joueur qu'il croise. Puis ce joueur-là n'avait même plus son casque après la mise en échec. Donc, c'était sournois quand même. Puis, c'est sûr, le défenseur avait la tête baissée, il avait la rondelle. On ne parle pas d'obstruction, on parle plus d'un contact à la tête. Owen Beck n'a pas été puni sur la séquence, mais aura été suspendu un match finalement par la OHL. Toujours dans la Ligue de l'Ontario et toujours chez les joueurs qui ont de la difficulté à produire ces derniers temps. Philippe Méchard, qui joue présentement sur un troisième trio. Les Rangers ont ajouté quelques éléments dans leur alignement pour les séries, notamment sur le top 6. Donc, Méchard, avec ses performances, a été rétrogradé au troisième trio. Il n'y a pas de points cette semaine. Pas de points pour Philippe Méchard en 3 matchs. Il a connu un match de -4. Le lendemain, il a joué un match à -1. C'est difficile chez les Rangers en général. Il y a quelques joueurs qui ont stagné dans leur progression. Des gars comme Carson Repkoff, ça va pas si mal, mais on voit qu'il y a eu un petit creux de vague depuis quelques temps. Hunter Brustevich aussi, ça a été la même chose en défensive. C'est des gars qui sont admissibles au repêchage 2023. Pour Méchard, il se disait fatigué. Je peux comprendre parce que, comme j'expliquais dans le dernier épisode, il n'est pas habitué à un calendrier comme ça dans la Extraliga l'année passée. Sauf que là, il va falloir qu'il commence à produire, surtout à l'approche des séries. Mais ça, c'est une chose qu'il va falloir qu'on surveille de notre côté. C'est que l'année passée, Philippe Méchard a été très, très bon en série du côté de la Slovaquie. On a vu qu'il avait élevé son jeu de quelques crans, était beaucoup plus efficace sur son échec avant, plus impliqué défensivement aussi, puis offensivement, ben, les chiffres ont monté également en raison de l'implication, en raison de la... Il variait plus ses attaques. C'est ce que je veux voir cette saison avec les séries qui approchent, mais il va falloir que ça commence parce que là, plus les semaines avancent et plus Méchard est décevant. Oui, les attentes étaient élevées dans son cas. C'était peut-être pas une bonne idée de dire, avant même de l'envoyer dans la OHL, qu'on aime mieux qu'il fasse 80 points dans la OHL que 30-40 dans la Ligue américaine. Ça mettait les standards quand même assez élevés, puis je trouve que c'était pas une bonne idée. Plusieurs s'attendaient à un 2 points par match de Méchard. On s'approche même, on est même, je pense qu'on n'est même pas à 1 point par match, ou un petit peu en haut du 1 point par match dans le cas de Méchard. Ce qui n'est pas mauvais. C'est un joueur de 18 ans, mais je pense que les attentes étaient peut-être élevées dans son cas. Et pour terminer, puis ça va être très rapide, Joshua Roy a connu une excellente semaine la semaine dernière. Il avait récolté 10 points dans sa semaine. Cette semaine, en 2 matchs, seulement qu'un but. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que le Phoenix de Sherbrooke, dimanche, a connu un match de 10 buts au total et Joshua Roy a été blanchi de la feuille de pointage. Je n'ai pas regardé le match. Sur les box scores de la LHJMQ, on n'a pas accès au temps de jeu, puis sur Instat, il n'était pas disponible encore, mais je soupçonne fortement que le Phoenix,
contre les Foreurs de Val-d'Or, ont reposé leurs gros canons. Puis quand je regarde les joueurs qui ont produit dans ce match-là, ça aurait peut-être du sens que Joshua Roy ait eu un petit peu moins de responsabilité, ait eu un petit peu moins de responsabilité à faire, de temps de jeu aussi sur la patinoire. Donc, ne pas s'inquiéter si Joshua Roy n'a pas produit dans un match de 10 buts. Je ne pense pas que c'est la fin du monde dans son cas. Donc, c'est ce qui met fin au rapport hebdomadaire des espoirs des Canadiens de Montréal. Si vous voulez ne pas manquer les épisodes hebdomadaires à chaque lundi, cliquez sur la petite cloche au bas de l'écran pour vous abonner à notre chaîne YouTube, avoir une notification quand les épisodes sortent. On commence, nous, sur le site, la publication de nos profils d'espoir pour le repêchage 2023. Donc, je vous invite à vous abonner à toutsurlehockey.com, vous abonner aux notifications quand on sort des articles. C'est très apprécié. Donc, nous, on se redonne un prochain rendez-vous lundi prochain pour le rapport des espoirs des Canadiens de Montréal.